l'albero piccerella già piantato, riscendono con pene e con sudore, una vendicata già me l'ha spezzato, e tutte fronne cagnano colore, cadute sogge e frutte tutte quante, erano dolci e se so fatte amare, ma cuore dice giù mio amante, e cosa amare tiene più cuore, e amare come sì, ne voglio bene, tu mi fai morire. Giuseppe Di Stefano. Nous savons très bien que c'était le meilleur partenaire de Maria Callas. Et en parlant de son esthétique et de sa technique, nous dirons que son credo esthétique, c'était toujours d'aller au-delà des capacités physiques humaines, au-delà des capacités vocales traditionnelles, toujours être en recherche des voies inexplorées par aucun autre chanteur. C'est pour ça qu'il changeait souvent sa manière d'interpréter les rôles, sa vision des rôles, mais il pouvait sortir de sa voix naturelle des sonorités, des qualités tout à fait surnaturelles, je dirais, tout à fait inattendues, et aucun autre chanteur n'est allé aussi loin dans ses recherches dans le domaine de l'expressivité vocale. Comme parfois il suivait les chemins qui étaient assez risqués quand même, qui lui demandaient beaucoup d'efforts, c'est à ce fait qui sont dus parfois certaines imperfections dans son chant, qui sont très rares. Généralement, c'était un chant parfait. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui disent que Di Stefano n'avait pas de technique. C'est tout à fait faux, parce qu'un chanteur classique doit s'entraîner chaque jour comme un sportif professionnel. Il doit faire des exercices, chanter des vocalises, faire de l'échauffement de sa voix, et c'est le travail de chaque jour. En plus, il s'agit de maîtriser ce qu'on appelle la couverture du passage ou la couverture des voyelles du passage. Et ça, c'est aussi indispensable. Aucun chanteur lyrique ne pourrait jamais aborder les aigus s'il ne maîtrise pas le passage. Et Di Stefano maîtrisait le passage parfaitement, à tel point que c'était inaudible, sa technique de la couverture du passage. Mais c'est là où se trouve la grande maîtrise, quand l'effort
n'est pas entendu par le public. Quand tout paraît naturel, facile, mais derrière cette facilité, il y a un grand travail, ce qu'on ne remarque pas. Et c'était bien sûr le cas de Di Stefano, cette légèreté, cette facilité dans les passages les plus difficiles. Et bien sûr, cette facilité est due au travail très très rigoureux. Ça, c'est en fait indiscutable. L'année 1944. Di Stefano est encore en Suisse et ce sont les débuts de sa splendeur, les débuts de son chemin vers son apogée. Bien que dans cette période, il n'ait pas trouvé encore sa pleine expressivité. Mais c'est déjà quelqu'un, c'est déjà une personnalité, un chanteur dont il est très passionnant de l'écouter. Et nous allons écouter l'enregistrement de l'air de Pietro Mascagni, Anche Beppamo, de l'amico Fritz. Ed anche Beppamo, anche al suo cor si apprese
dans cet enregistrement, il aborde la technique, comme nous parlons de la technique de Di Stefano, il aborde la technique italienne classique, c'est-à-dire la couverture des voyelles dans le registre du passage et dans les aigus sur la lettre OU. Par exemple, au lieu de chanter Amor, on chante Amor, Amor, OU, OU. On entend OU au lieu de O. Sinon, cela aurait donné Amor, presque le A. Parce que dans ce registre-ci, il est impossible de sortir une voyelle la dite naturelle. C'est une illusion que donne la technique que le chanteur chante la voyelle écrite dans le texte, mais en fait, on doit utiliser ce qu'on appelle dans le chant la couverture des voyelles. Et donc, c'était la lettre OU, comme dans l'école classique. Pour parler de l'esthétique de cette période, Di Stefano appuie beaucoup sur le legato, sur la cantilena, et au niveau expressif, ça s'entend qu'il n'a pas encore trouvé sa voix. Donc, les recherches vont continuer. Il rencontre en Mexique, en 1952, Maria Callas, et grâce à l'initiative du grand chef d'orchestre, del grandissimo maestro Tullio Serafin, ils ont enregistré plusieurs opéras, notamment Lucia di Lammermoor di Donizetti et I Puritani du même compositeur. Ce qui est intéressant au niveau esthétique, c'est que dans ces enregistrements, Di Stefano nous montre une expressivité, je dirais, débordée. Et je dirais en même temps, voilà, on est environ en 1952-53, donc je dirais en même temps que c'est pas encore sa propre expressivité. C'est une expressivité traditionnelle italienne. On peut pousser, un tout petit peu exagéré. Je ne dis pas tout cela dans le sens péjoratif, au contraire. C'est la tradition, on peut, pour donner de l'émotion dans le texte musical et donner de l'émotion au public et aussi, il ne faut pas l'oublier, à soi-même, c'est-à-dire le chanteur, quand il est expressif, Modi et trema, voilà, Modi, voilà, avec tout ça, il se stimule lui-même, parce que quand même, on ne peut pas être, excusez-moi, endormi sur la scène, parce que beaucoup de facteurs de la vie de tous les jours puissent faire que le chanteur, je ne sais pas, la voix ne se réveille pas, les muscles ne marchent comme il faut, donc il faut un peu de l'excitation pour soi-même et pour le public. Donc c'est tout à fait dans l'école italienne et c'est vraiment une bonne tradition, bien que parfois cela puisse mener aux accents un peu indésirables, redoutables. Et c'était un peu son cas dans les années 1952, 53, 54. Et un grand changement s'opère à partir de 1957-58, où
ce grand artiste abandonne cette expressivité traditionnelle italienne pour inclure dans son chant une certaine mélancolie. C'est presque un cas unique chez les chanteurs italiens. Transmettre cette mélancolie qui serait plutôt russe ou germanique, un peu l'esprit des chants, des mélodies de Schubert, un peu cela. Pour le moment, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, d'où vient ce credo esthétique. Peut-être c'est une influence transmise qu'il a acquise en Suisse, parce que c'était un pays germanophone. Peut-être cela dû à ça. Il appuie sur le legato, la cantilena, sa ligne vocale devient très très souple, un peu molle, pas au sens négatif du terme, mais très mélancolique. Et nous écouterons deux airs, Non piangere Liu, di Turandot di Giacomo Puccini, et Pourquoi me réveiller de Werther de Jules Massenet. Dans le premier air, je souligne, dans le premier morceau, je souligne comment il chante. Il devient presque un instrument d'orchestre. Il fait partie de l'orchestre. Sa voix ne s'envole pas au niveau sonore au-dessus de l'orchestre. Il reste un peu à la Wagner, comme si c'était un instrument de l'orchestre. Et il chante d'une façon très mélancolique. Non piangere Liu. C'est ça ce que nous allons entendre, aussi bien que Pourquoi me réveiller au souffle du printemps. Vraiment l'école française, une grande mélancolie, comme si c'était un chanteur français qui chantait. Donc, nous allons écouter ces deux enregistrements. Non piangere più, sei un lontano giorno, io t'ho sorriso, per quel sorriso, dolce mia fanciulla, il tuo Signore sarà domani, forse solo al mondo non lo lasciare, portalo via con te. Sulla strada del
Et donc, aussi, pour revenir un tout petit peu en arrière, en 1957, il a enregistré, à mon avis, l'un de ses meilleurs enregistrements en studio, celui de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Il est incroyable là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Peu de chanteurs ont marqué l'histoire de l'enregistrement de cette façon. Vraiment, c'est à compter de doigts. On peut nommer entre autres Féodor Chaliapine, Maria Callas, je ne sais pas même qui encore. C'est-à-dire que la psychologie du personnage ressortie, démontrée avec le texte au sens le texte écrit, le texte du livret, la souplesse des paroles est cette souplesse qui est unie avec le legato, avec la ligne vocale, qui ne gêne pas le texte, qui ne gêne pas la ligne vocale, et au contraire, le chant lié qui ne gêne pas la prononciation. Parce que chez la plupart des chanteurs, nous pouvons témoigner soit l'une, soit l'autre chose. C'est-à-dire soit le legato, la ligne vocale est parfaite, mais on ne comprend pas le texte. Voilà. Ça, c'est déjà tout dire. Parce que si on ne comprend pas le texte, c'est-à-dire le chanteur le met tout à fait de côté. Soit on entend la bonne prononciation, je ne vais pas nommer les grands noms, mais quand même, ça, on peut... voilà. Il y a certains exemples de ce que je vais dire. Donc, on a un texte parfait, mais ce qui laisse à désirer, c'est le chant, qui devient, je m'excuse, conventionnel. Chez Di Stefano, c'est une union extraordinaire, magnifique, du texte, de la psychologie, je ne parle pas déjà de la prononciation, de la psychologie du texte, de la psychologie du personnage, de cette souplesse extraordinaire, et bien sûr d'une gamme énorme des nuances. Des nuances incroyables. Il peut chanter, il a toute une gamme de la mezza voce. Forte, mezza forte, piano, eccetera, eccetera. Après i crescendi, les crescendo, et après les fortissimi qu'il nous montre lors des apogées, des bouleversements de son personnage. C'est un travail tellement fin, tellement élaboré, que je suis très surpris, parce que je ne sais pas combien de temps a-t-il travaillé sur la partition. Ça, c'est une question à explorer. Mais quand on entend tout ça, le résultat, on peut supposer que c'est tout un travail antérieur qui s'était passé lors des décennies. Parce que ce n'est pas une seule vie d'un seul personnage qui est dégrilleux, mais c'est la vie humaine qui est là-dedans. Et avant d'écouter quelques morceaux, il y a en fait intéressant à noter. Ici, il change de technique. Aussi bien qu'en chantant Calaf en 1958. Il commence à couvrir le passage sur la lettre A
et non sur la lettre OU. Cela donne un peu ça. Ah, Fujam, Fujam. Dans l'école classique, on aurait chanté Ah, Fujam. Ça s'entend ou Fujam. Mais lui, il couvre sur le A. Ah, Fujam. Belle pupille fulgide e profonde, sfavilla il desiderio dell'amore. Amor ora vi parla, andate l'onde del nuovo incanto, il dolce labbro e il cuore quest'attimo di giorno rendete eterno ed infinito. Quinta tristezza dell'amor sarà la bellezza buona, il più vago avvenir, mio sospiro infinito, e m'ascoltate, mi minaccia un vile oltraggio, un rapimento, un libertino audace, quel vecchio che con voi giunse una trama a vostro danno ordì. Il vero, il colpo è fatto, la carrozza è pronta, che burla colossal, presto partite. Giamo che il vostro rapitor un altro sia. Non mi rapisce amore. Imploro, presto via ragazzi. Fuggiamo, fuggiamo. Non mi imploro. Presto, fuggiamo, fuggiamo. Amaro, ma non vi imploro, fuggiam, vi imploro, La fin des années 60. Encore un grand changement esthétique et un grand changement technique. Peut-être dans une autre vidéo, j'aborderai le sujet de l'appui sur la ceinture ou sur le diaphragme. En fait, on appuie le souffle sur le muscle abdominal qui, à son tour, appuie
sur les organes du ventre qui font monter le diaphragme en haut et celui-ci appuie à son tour sur les poumons, ce qui donne un peu le souffle comme chez l'orgue. Voilà. Et paradoxalement parlant, de l'appui sur la ceinture ou sur le diaphragme, si vous voulez, dépend la force de la voix, la force naturelle, voire la voix forcée. C'est pas avec les cordes vocales qu'on force la voix, mais c'est avec l'appui abdominal ou l'appui diaphragmique. Di Stefano, à partir des années 60, passe à la technique de l'appui très fort sur le diaphragme. On peut à la Caruso. Je ne dis pas qu'il forçait la voix, bien que parfois cela fit le cas. Parfois, comme chez tous les chanteurs, voilà, ça c'est pas étonnant, ça arrive. Quand on tombe dans un état trop émotionnel pendant le chant, où on veut sortir un peu des effets esthétiques difficiles, parfois on force la voix. Il y a les enregistrements de Caruso, de Richard Taubert, de Callas, où quelques notes sont forcées. Chez Di Stefano, on les trouve aussi. Mais en général, tout simplement, il a changé l'appui sur le diaphragme. Quand on change cela, la voix devient plus grave au sens des harmoniques, un peu plus dense, et la voix acquiert le timbre du baryton. Comme conséquence, ça donne le charge plus considérable sur les cordes vocales, voire l'usure des cordes vocales, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est un peu comme dans le sport, quand on passe à l'athlétisme lourd. Chez certains sportifs, les muscles peuvent tenir, chez d'autres, non. C'est aussi le cas des chanteurs. Les voix graves peuvent se le permettre. L'appui sur le diaphragme assez considérable sans les conséquences graves. D'autres, pas du tout. Les voix légères, par exemple, comme chez Peter Schreier ou Ivan Kozlovski, pour eux, c'est impossible, cette technique. Di Stefano l'a essayé et cela a marché. Voilà. Il serait très intéressant de savoir en détail comment il a entraîné sa voix. Faut jamais penser que cela lui est tombé du ciel. Pas du tout. Quand le chanteur entreprend des changements techniques, c'est toujours le résultat du travail, de la réflexion, ça je le souligne, et du travail physique et musculaire pour introduire progressivement, ça je le souligne, progressivement, des changements dans les cordes vocales. C'est un peu la même chose, si vous voulez, si on est habitué de faire des balades alpines, des promenades en ville, et on veut faire de la course à pied. Ça exige un entraînement tout à fait différent, et pour changer l'appui sur le diaphragme, ça demande aussi un travail différent, ce que Di Stefano a fait sans doute. Sa voix est devenue bien plus sombre, et si on compare deux enregistrements
de Turandot, celui de 1958 et celui de 1960, on entend ces changements. Nous allons écouter la mélodie de Gabriel Fauré, Ici-bas, enregistrée en 1968 à Vienne. Tous les hommes pleurent, variez laissez de leur amour. Je rêve au couple qui demeure, au couple qui demeure. En parlant de ses capacités vocales, en parlant de son credo esthétique, posons-nous la question suivante. Quelle est la période d'or, la période la plus extraordinaire de sa carrière artistique? Je dirais, ce n'est qu'une opinion, je dirais que sa pleine expressivité se manifeste entre les années 1957 et je dirais jusqu'à la fin de sa vie, bien que sa technique, quand il a commencé à vieillir, sa technique, ou plutôt sa puissance vocale, dégrada avec l'âge, mais la cause unique, c'était l'âge. Voilà, et aucune autre cause. Ça c'est sûr. Moi, en tant que chanteur, voilà, je ne vais pas exposer les détails, mais je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Pourquoi à partir de 1957 ? Parce qu'il a renoncé à toute
les choses indésirables qui étaient transmises par la tradition, intégrées malgré lui. Il a trouvé sa propre voie, au sens sa propre chemin, son propre chemin dans l'art. Et donc, revenons aux années très particulières dans sa carrière, aux années 1960. J'ai déjà dit qu'il a changé l'appui sur le diaphragme, mais entre les années 1960 et 1965, il pouvait altérer ou employer en même temps les deux techniques. Celle la dite lourde, à la Caruso, voilà, avec la voix un peu large, et une autre technique, la dite légère, grâce à laquelle il pouvait encore chanter le répertoire léger comme Werther de Jules Massenet. Et pour témoigner ce contraste, ces capacités extraordinaires de cette période-ci, nous allons écouter 3 enregistrements. Celui de 64 où il chante la romance de Lionel du compositeur Friedrich von Flotow de l'opéra Martha. Après, nous écouterons l'arietta di Cavaradossi, Vittoria Vittoria, où il atteint une grande expressivité vériste, et ça c'est très justifié par la tradition. Et nous écouterons de la même époque, de 1964, l'air de Werther. Les 2 premiers morceaux sont chantés avec la voix du ténor pour les rôles dramatiques, et l'autre témoigne la manière légère et lyrique, douce, qu'il pouvait toujours utiliser pour aborder la souplesse et la finesse du répertoire léger. Thank
Je vais parler des années 1973-75. Qui nous ont laissé beaucoup d'enregistrements de lui, notamment grâce au concert donné avec Callas. Et il y a un enregistrement, même 2 enregistrements vidéo de 1975 de Carmen, de Georges Bizet, et de Tosca, avec Montserrat Caballé et Nicolas Herla. Et ici, je peux dire que cette période est un peu étrange. Parce que Di Stefano ne chante qu'avec la voix du ténor grave, bien qu'il soit toujours capable d'utiliser ces fameux pianissimo. Oh, dolci mani, mansueti pure. Ça, il était toujours capable. Mais il mettait en contraste cette voix du ténor grave, recondite harmonia, un peu comme ça, et tout ce que je viens de montrer avec ces pianissimi. Ce sont les 2 moyens techniques qu'il utilisait pour interpréter les airs ou les opéras. Bizarrement, il n'utilisait plus ces autres capacités qu'il avait utilisées avant, la gradation des nuances, etc. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être la seule explication, ce sont les prémices dont j'ai commencé ma conférence radiophonique, c'est-à-dire que c'est d'explorer les capacités de la voix humaine, les capacités de l'expression scénique. Parce que c'était un artiste qui, durant toute sa carrière, changeait plus ou moins sa technique, ça je le souligne. Di Stefano des années 1944 et 1975, c'est pas du tout le même artiste. Il a beaucoup changé. Il a vécu des changements antérieurs, les changements de sa vision esthétique, et il a changé de technique. Voilà, c'est ça ce qui est très frappant chez Di Stefano, ce qui est très rare dans n'importe quelle autre carrière, c'est-à-dire que les chanteurs, généralement, ils ne changent pas de technique. Peut-être le seul autre exemple, c'était celui de Callas, qui changeait, qui variait sa technique durant toute sa carrière, mais c'était aussi le cas de Di Stefano. Après, suite aux difficultés personnelles, il a réduit son activité scénique, mais il continuait toujours. Jusqu'au début des années
1990. Et dans les années 1980 marque une autre période de sa carrière, tout à fait intéressante, originale, où il est revenu vers ses acquis antérieurs. Il a réintroduit dans son chant la douceur de sa jeunesse. Oui, peut-être certains diront que sa voix dans les années 1980 n'était pas la même que celle de sa jeunesse, mais quand même, il a réussi à restaurer, à renouveler toutes ses capacités techniques et surtout, nous pouvons témoigner son côté esthétique mûr, très intéressant à écouter, son interprétation très profonde, très sensible. Derrière cette interprétation, on entend, on voit toute une vie humaine, riche des émotions, des événements, l'homme qui a vraiment vécu. Et nous allons écouter une mélodie napolitaine, Nasera e Maggio, enregistrée lors de son concert de 1981. Che tu non so